Le deuxième exposé de cette deuxième partie sera fait par Michael Nichanian, conservateur à la Bibliothèque nationale de France. L'aventure méritariste à Venise, une ouverture sur la modernité européenne. Oui, donc en fait je voulais vous parler de la production éditoriale des mekitaristes au XVIIIe siècle. Bon, alors évidemment, les mekitaristes se définissent essentiellement, à mon avis, en tout cas au XVIIIe siècle, par leur activité intellectuelle et leur production éditoriale. Donc forcément, quand j'aborde cette question de l'imprimerie mekitariste, j'empiète un peu sur tous les domaines de l'activité intellectuelle de la congrégation. Donc je m'excuse par avance auprès des autres conférenciers si j'empiète aussi sur leur domaine. Donc je vais essayer de présenter un peu une sorte de panorama global de la... Bon, enfin, elle sera pas exhaustive évidemment, mais en tout cas, essayer de montrer les grandes tendances de la production éditoriale mekitariste au cours du XVIIIe siècle. Donc, il faut bien comprendre d'abord que, en fait, quand l'abbé Meritage commence son activité à Venise en 1717, ce n'est pas une terre vierge, c'est-à-dire il y a déjà une production éditoriale en arménien à Venise, et donc il y a déjà un terreau favorable, et donc je n'essaie pas par là de relativiser le miracle mekitariste, mais je veux simplement montrer par là en introduction que il y a déjà un terrain favorable qui favorise évidemment l'éclosion de ce phénomène tout à fait extraordinaire qui a été l'éclosion mekitariste au XVIIIe siècle. Donc, très rapidement, parce que c'est pas le sujet, mais il faut quand même dire que dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, il y a déjà une presse catholique arménienne très importante, très dynamique. Déjà à Rome, il y a des ouvrages de théologie, de polémique anti-arménienne qui sont publiés. Il y a des succès de l'édition catholique comme l'Imitatio Christi ou Le Chemin du Ciel du cardinal Giovanni Bona qui paraissent en 1674. Donc ces instruments du salut qui appartiennent, si vous voulez, à la culture catholique, qui sont des grands succès de librairie catholique, s'adressent aux laïcs. Mais évidemment, les traductions sont destinées aussi à toucher le public arménien, pas vraiment en Europe évidemment, mais plutôt en Orient, donc dans l'Empire ottoman, dans l'Empire perse. Et donc ça veut dire que, en fait, déjà dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, l'activité missionnaire est déjà bat son plein, si vous voulez. Il y a déjà des grandes familles arméniennes d'Istanbul, d'Ispahan, d'Anatolie, qui ont basculé vers le catholicisme, et il y a un public d'ecclésiastiques, de commerçants qui sont déjà sensibles, qui s'intéressent au grand succès, si vous voulez, de la librairie catholique, déjà dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Donc évidemment, ça c'est un terrain très favorable à l'éclosion de la congrégation mekitariste au début du XVIIIe siècle. Alors on a une autre manifestation de ce dynamisme catholique arménien à la fin, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est l'activité du prêtre Hovhannes de Constantinople. Il publie notamment il publie 27 ouvrages, donc notamment à Venise, et en fait, il utilise déjà les services, il a recours déjà aux services de l'imprimerie Borboni, auquel évidemment les mekitaristes ont eu longtemps à faire tout au long du XVIIIe siècle, avant de fonder leur propre presse en 1789. Donc vous voyez, là, il y a une continuité, vous voyez, de l'activité catholique à Venise, à travers l'imprimerie Borboni, puisqu'on voit déjà que dans les années 1680, il y a Hovhannes de Constantinople qui est déjà actif à Venise avec l'imprimerie Borboni que Meritage utilisera par la suite dans la première moitié du XVIIIe siècle.
Alors, il y a un autre élément de continuité très fort, c'est les grandes familles arméniennes de Venise, les grandes familles arméniennes, notamment, alors il y a deux grandes familles qui sont très connues, c'est les Aguletsi et les Shahrimanyan, et donc là, on voit qu'ils sont déjà très actifs, ces deux familles sont déjà très actives à Venise, à la fin du XVIIe siècle. Donc non seulement elles sont actives à travers à travers l'activité éditoriale de Hovhannes de Constantinople, qui est un prêtre catholique, mais ils fondent eux-mêmes, ces marchands, leur propre imprimerie. Donc il y a même une rivalité apparemment entre Nahabed Aguletsi et Gaspar Shahrimanyan. Donc dans les années 1690, tous les deux fondent une imprimerie qui dure quelques années, qui publie quelques ouvrages, et qui ont pour particularité les deux imprimeries, les publications qui sortent de ces deux imprimeries, d'être des ouvrages d'apparat. C'est-à-dire que ces marchands utilisent l'imprimerie pour montrer, si vous voulez, leur puissance financière, veulent se montrer comme des mécènes, si vous voulez, comme au Moyen-Âge, les grandes figures de l'aristocratie finançaient, ou les grandes figures de la monarchie finançaient des grandes copies de manuscrits. Et bien là, on voit à la fin du XVIIe siècle à Venise que les grands marchands arméniens de Venise donc publient des ouvrages d'apparat pour montrer, si vous voulez, leur culture, leur prestige, pour souligner leur prestige. Donc ça aussi, c'est un élément de continuité avec l'époque mekhitariste, puisque la famille Shahrimanyan va soutenir les mekhitaristes tout au long du XVIIIe siècle. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on voit les mentions de mécénat des descendants de Gaspar Shahrimanyan, jusque dans les années 1760, donc j'essaierai de le rappeler un peu plus tard dans l'exposé. Bon, donc soit pour rappeler, si vous voulez, le contexte favorable quand même à Venise, à l'éclosion, si vous voulez, de ce projet mekhitariste qui est profondément original. Donc, on va passer directement alors à un deuxième élément de contexte, qui est que, en fait, il y a quand même un tournant à la fin du XVIIe, c'est aussi le fait qu'à Constantinople, la censure ottomane sur les publications arméniennes est levée. Et donc là, il y a un deuxième tournant dans l'histoire de l'imprimerie arménienne, du fait que en Europe, les Arméniens ont beaucoup de mal à publier des ouvrages relatifs à l'Église arménienne, et notamment la Bible arménienne qui est bloquée par le Vatican pendant des décennies. Il faut attendre 1666 pour que les Arméniens arrivent à publier leur Bible arménienne à Amsterdam, grâce à Voskan Yerevansi. Mais en fait, il a fallu quasiment 100 ans pour que l'Église arménienne parvienne en 1666 à publier sa Bible, parce que le Vatican ne veut pas entendre parler de cette Bible arménienne qui est considérée comme suspecte, en tout cas s'écartant du canon de la Vulgate considérablement. Donc il y a, si vous voulez, un frein à l'imprimerie arménienne en Europe, et donc l'Église arménienne en fait arrive à commencer à publier à grande échelle à la fin du XVIIe siècle à Constantinople, et donc c'est très intéressant cette fin du XVIIe, début du XVIIIe, parce qu'on voit qu'il y a une rivalité entre Venise et Constantinople. Donc il y a à peu près 800 publications tout au long du XVIIIe siècle en arménien, donc 800 ouvrages publiés, 800 titres publiés en arménien tout au long du XVIIIe siècle. Les mekhitaristes contribuent pour, je crois, autour de 300 titres sur ces 800, et à Constantinople, l'Église arménienne contribue à hauteur de 360. Donc vous voyez que dans la publication totale d'ouvrages arméniens au XVIIIe, Venise et Constantinople occupent une place majeure, et il y a une vraie rivalité entre les publications catholiques de Venise et les publications de l'Église arménienne à Constantinople. Donc ça, c'est un deuxième élément de contexte qu'il faut prendre en compte pour comprendre effectivement que il y a un enjeu, si vous voulez, idéologique dans ces publications mekhitaristes à Venise, c'est-à-dire l'enjeu, en fait, c'est la conversion des Arméniens de l'Empire ottoman et de l'Empire perse au catholicisme. Et donc, les pères mekhitaristes occupent une position très originale dans cette
rivalité entre Église arménienne et Église catholique. Alors je vais essayer de le montrer un peu plus tard, en quoi cette position est originale, et le père Zékian, enfin monseigneur Zékian, a déjà souligné à quel point la position du père Merital était extrêmement particulière et spécifique, et à quel point il a été lui-même accusé d'avoir une position un peu schismatique, en tout cas très suspecte. Donc, alors j'essaie d'avancer un peu. Alors je vais présenter un peu, si vous voulez, les grands axes de la production mekhitariste au XVIIIe siècle. Donc, évidemment, la première ambition du père Merital, c'est une ambition spirituelle. Hein. Si vous voulez, il faut bien se rendre compte que 90% de la production éditoriale à l'époque moderne, c'est-à-dire entre le XVIe et le XVIIIe, 90% de cette production éditoriale, c'est une production d'ordre religieux, si vous voulez. C'est des livres de messe, c'est des missels, c'est des livres d'heures. Voilà, c'est ça le gros de la production, si vous voulez, plus encore que des Nouveaux Testaments ou des Bibles. C'est des ouvrages du salut, des instruments du salut qui sont nécessaires aux fidèles arméniens pour pratiquer la religion. Donc évidemment, cette ambition spirituelle est tout à fait naturelle et légitime, surtout de la part d'une congrégation religieuse d'obédience catholique. Évidemment, c'est l'essentiel de la production. Alors, je vais essayer d'aborder ensuite d'autres aspects, mais il faut bien garder en tête que, malgré tout, c'est pas d'ailleurs une spécificité des mekhittaristes, c'est une spécificité de toutes les publications, aussi bien de l'Église arménienne que de l'Église catholique. Ce sont des publications essentiellement religieuses. Alors, à l'intérieur de cette rivalité entre catholiques arméniens et Église arménienne, il faut comprendre que les mekhittaristes occupent une place tout à fait singulière et que, en fait, Merital refuse l'opposition frontale entre l'Église arménienne et l'Église catholique. Et lui-même se définit comme étant... Alors, c'est difficile de l'exprimer aussi clairement puisque Merital se doit aussi à un devoir, si vous voulez, d'obéissance et de soumission à la hiérarchie catholique, mais on comprend en fait à travers les publications et à travers les écrits de Merital, on comprend que en fait Merital a dans l'idée de conserver une continuité avec la tradition arménienne, c'est-à-dire qu'il ne rejette à aucun moment la continuité des traditions arméniennes, et en même temps il se soumet entièrement si vous voulez, au dogme catholique et à l'enseignement catholique. Donc, si vous voyez, c'est une position assez difficile à tenir, hein, c'est-à-dire comment être à la fois fidèle à deux églises qui, en fait, sont en rivalité et ont des conflits dogmatiques. Donc, c'est une position de synthèse, si vous voulez, qui, en fait, prétend que dans la tradition de l'Église primitive, il n'y a pas de différence entre différentes églises. Donc ça, c'est une position, si vous voulez, tout à fait singulière et qui lui vaudra évidemment l'inimitié des tenants de l'orthodoxie catholique à Rome. Et donc, même au sein des catholiques arméniens, il y a une sorte de rivalité ou de conflit entre les mekhittaristes et les catholiques arméniens de Rome, qui considèrent que, en fait, la position de Merital est quand même suspecte. Et donc, monseigneur Zékian a bien rappelé cette question de la suspicion qui entourait l'activité de Merital pendant très longtemps. Donc, alors malgré tout, il faut souligner pour ce premier axe de la démarche meritaliste, il faut souligner que malgré tout le succès du projet mekhitariste, c'est que pour la première fois, les Arméniens ont considéré les catholiques arméniens, en tout cas ceux qui étaient issus de l'ordre mekhitariste, comme les membres d'une congrégation arménienne. Alors que les catholiques arméniens, si vous voulez, de Rome, ou les missionnaires qui venaient de Rome et qui allaient en Anatolie ou dans l'Empire perse, étaient souvent considérés
comme des étrangers ou les représentants d'une religion étrangère. Les représentants de la congrégation mekhitariste ont parfois, pas toujours, mais parfois été considérés comme les représentants d'une congrégation arménienne, justement parce qu'ils avaient donné des gages de fidélité à la continuité culturelle de l'Église arménienne, aussi des gages de fidélité à l'Église arménienne. Donc effectivement, un des traits majeurs de cette fidélité, c'est que sur la page de garde, effectivement, est tout le temps rappelé l'année de Catholicosat, du Catholicos des Arméniens. Le monseigneur Zekian a dit que c'était jusqu'en 1830. Et donc ça, effectivement, c'est un signe, si vous voulez, fort de la part des mekhittaristes qui montre à quel point ils refusent de rejeter l'héritage de l'Église arménienne. Ils s'inscrivent dans la continuité de l'héritage de l'Église arménienne. Et donc, évidemment, j'imagine que ça devait être vu d'un très mauvais œil de la part de la propaganda fide à Rome, donc des gardiens de l'orthodoxie catholique à Rome. Donc ça, c'était le premier axe, si vous voulez, l'ambition spirituelle, qui est une ambition très originale, hein, je le souligne une fois encore, qui est justement de faire la synthèse, d'être une sorte de passerelle entre catholiques arméniens et Église arménienne. Alors la deuxième ambition, c'est une ambition linguistique. Donc, alors ça a été aussi plusieurs fois rappelé, mais bon, on peut pas ne pas le répéter quand on parle de l'imprimerie mekhitariste. Le père Mekhitar a un projet de renaissance arménienne qui est global, c'est-à-dire qui est pas seulement spirituel, mais qui est aussi linguistique, culturel, et donc pour lui, une des premières étapes de cette renaissance arménienne passe par la renaissance de la langue. Alors la langue, d'abord pour accéder aux instruments du salut, hein, donc les ouvrages en arménien qui concernent les évangiles, tous les textes sacrés et religieux. Donc évidemment, c'est le premier motif pour lequel l'usage de la langue, la maîtrise de la langue est indispensable. Et puis évidemment, l'usage de la langue est indispensable aussi pour favoriser une renaissance des lettres. Parce que, vous le savez, ça a été dit là encore plusieurs fois, Mokhtar est né à Sevas, donc Sébastia en arménien. Sébastia est en Anatolie, au cœur de ce qu'on appelle la Petite Arménie, dans une zone qui a été ravagée par les guerres au XVIe et au XVIIe siècle. Donc le père Mokhtar a parfaitement conscience de la situation des Arméniens en Arménie occidentale. Il sait à quel point les Arméniens en Arménie occidentale ont une situation déjà culturelle très dégradée. Il sait que peut-être plus de la moitié des Arméniens en Anatolie ne parlent plus l'arménien. Il sait que les conditions économiques sont désastreuses. Il sait aussi que même les représentants de l'Église arménienne n'ont pas la chance d'avoir une éducation très très élevée à cause des conditions économiques, si vous voulez, très dégradées. Et donc, pour lui, évidemment, c'est une évidence que la renaissance arménienne doit passer par une renaissance de la langue. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dès 1727, donc ça a été rappelé là encore, il publie une remarquable grammaire de l'arménien occidental expliquée en turc. Vous voyez, donc là, ça montre bien que effectivement, il y a un besoin, si vous voulez, de redonner les bases de leur culture aux Arméniens, puisque le turc est devenu apparemment extrêmement fort dans les communautés arméniennes d'Anatolie. Et donc c'est très intéressant de voir que en fait dans cette grammaire de 1727, c'est le choix du turc qui est fait et le choix de la langue moderne. Vous voyez, donc c'est un choix tout à fait original hein, pour un clerc de l'Église arménienne qui a imprégné lui-même, enfin l'Église arménienne catholique, qui a imprégné lui-même de krapar, et pour qui évidemment le krapar est le sommet de la culture. Donc là, il comprend qu'il faut donner, si vous voulez, les bases d'une éducation pour que les communautés arméniennes d'Anatolie aient accès aux grandes œuvres en arménien et aux textes sacrés, évidemment. Donc, alors, ce programme de réappropriation de la langue arménienne trouve son aboutissement avec la publication du premier volume du dictionnaire de Mokhtar en 1749, le deuxième volume ici en 1769.
Donc, alors, c'est très intéressant ce dictionnaire de Mkhitar, parce que c'est pas seulement un dictionnaire des noms propres et des noms communs, c'est aussi un lexique de l'arménien classique vers l'arménien moderne et inversement de l'arménien moderne vers le krapar. Donc vous voyez, c'est un programme encyclopédique, hein, et on est au XVIIIe siècle, il y a une ambition encyclopédique, on pense évidemment aux grands programmes encyclopédiques en Europe, et donc à ce titre, l'abbé Mkhitar s'inscrit pleinement dans la modernité européenne, et évidemment c'est un instrument de travail extrêmement précieux pour tous les savants, européens, ce dictionnaire encyclopédique de Mkhitar. Donc, alors j'essaie d'avancer un peu. Je voudrais juste vous montrer cette illustration de la grammaire de 1730, qui est une grammaire de krapar. Donc là, on revient à la langue classique. Donc, en fait, cette planche placée au départ du texte illustre parfaitement les ambitions de la congrégation. Mesrop Mashtots, l'inventeur de l'alphabet, en présence du catholicos Sahak, remet l'arménien à l'honneur en l'enseignant à une nouvelle génération de clercs destinée à marquer le 5e siècle de leur empreinte. Et donc, il y a les noms des élèves qui sont indiqués en bas de l'illustration. Donc, les noms qui sont indiqués, c'est Moïse, Mofses Khorenatsi, David, Mambré, Yeriché, Raza, Yeznik et Assouri. Donc vous voyez en dessous, c'est l'illustration qui illustre une grammaire de la langue arménienne classique, donc de krapar. Et donc vous voyez ces élèves du 5e siècle sont représentés sous les traits des moines de la congrégation mekhitariste. Donc vous voyez le projet mekhitariste, c'est le projet de faire renaître l'âge d'or du 5e siècle, et donc à travers cette renaissance des lettres et de la langue arménienne au 18e siècle, le projet c'est de favoriser une renaissance des lettres semblable à celle du 5e siècle. Et donc vous voyez, c'est un projet extrêmement ambitieux et un peu mégalomane. Mais c'est le courage de l'abbé Mkhitar d'avoir, si vous voulez, d'avoir posé les fondations de ce projet. Bon, alors j'essaie de conclure ou d'avancer. Donc il y avait un troisième axe qui concernait donc l'intégration de l'héritage humaniste de la Renaissance, qui consistait, si vous voulez, à reproduire un modèle culturel européen qui était celui de la Renaissance. Bon, là aussi on a eu beaucoup d'exemples qui étaient liés, si vous voulez, à l'héritage classique gréco-romain, donc je ne vais pas y revenir. Et bon, bah évidemment, il y avait un passage sur Tchamtchian. Et enfin, il y avait un dernier axe qui était une ambition littéraire. Donc là encore, c'est un aspect extrêmement intéressant du projet mekhitariste qui est aussi un peu mégalomane. C'est de favoriser une renaissance des lettres semblable à celle du 5e siècle arménien. Et donc là, je voulais présenter le cas d'un texte justement de Rougas Indjijian qui s'appelle Le Palais byzantin, qui est une sorte de long poème consacré à Constantinople, à donc Bolis, et qui est qui est une sorte d'ovni, si vous voulez, dans le paysage littéraire arménien, qui montre que les pères mekhitaristes n'ont pas seulement une ambition pédagogique, spirituelle, linguistique, mais il y a aussi une ambition littéraire réelle. C'est-à-dire que les moines mekhitaristes croient qu'ils vont recréer une littérature arménienne comme au Moyen-Âge, si vous voulez, comme au 5e siècle, comme au 11e siècle, alors qu'on n'est plus au 5e siècle, on n'est plus au 11e siècle, on est au 18e siècle, et la littérature au 18e siècle en Europe, en tout cas, elle ne passe plus par l'Église. C'est une tradition séculière qui s'est instaurée. Et donc là, vous voyez, dans le projet mekhitariste, il y a une limite, qui est la sécularisation des savoirs. Et évidemment, ils peuvent pas la franchir, cette limite, puisque c'est un ordre religieux. Donc, ils vont, si vous voulez, jusqu'au bout de cette limite. Mais en tout cas, c'est en tout cas extrêmement visionnaire, si vous voulez, de la part des pères mekhitaristes d'arriver, si vous voulez, jusqu'à ce projet littéraire. Mais ils ont conscience, j'imagine, de leurs propres limites. Donc, excusez-moi d'avoir débordé, je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup. Vous aurez compris que le paragraphe qui n'a pas pu être lu pour des questions de temps se trouve dans le volume.